Ok, c'est bon pour tout le monde. Ok, c'est bon. Donc, je pense que tout le monde est là. Nous sommes tous connectés. Donc, je démarre. C'est bon, ici. Vous voyez mon écran? Ok, vous avez la possibilité aussi d'écrire. Je suis en train d'enregistrer la séance avec un autre logiciel. Ok, donc on continue. Nous étions sur la partie Views. On a créé la Views pour retourner un template HTML. Donc, pour pouvoir utiliser notre Views, nous avons besoin de l'importer depuis notre URL et de faire ça. Ok. Donc, on va ouvrir notre navigateur. Localhost, par exemple. Oui, nous l'avions déjà à côté. Attends, je regarde. Oui, c'était ici. Donc, quand je vais aller sur Login, comme ça. Voilà, comme vous le voyez, c'est vide parce que on a le même problème que nous avions tout à l'heure. C'était quel problème? Parce que ici, attends, je fais le template login.html ici, voilà. Ici, il y a des fichiers statiques que nous n'avions pas renseignés. Donc, nous sommes obligés de faire ça d'abord. Je vais faire root statique. Et ici, on va mettre statique comme ça. Je pense Meet, ça consomme moins de données que Zoom. Donc, descendons un peu en bas là. Il y a des choses là. Et ici, donc il y a quelqu'un qui n'a pas de URL, donc je vais l'envoyer ça. Donc je viens de l'envoyer, le URL. Ok. Donc on a ça. Nous avons géré cette partie. Je vais un peu faire je vais supprimer le footer comme ça là. Je vais enlever ça. Ok. Voilà, quand nous revenons ici, did you forget to register? C'est quoi le problème? Bon, ici on n'a pas fermé. Statique. Bon, c'était l'espace que nous avions laissé. Ok, donc on a ça. Login, parce que ça, c'est ce qu'on a par défaut. Mais ce qu'on a besoin, c'est de supprimer certaines parties ici et d'utiliser notre login de Django. Donc tout ça, bon, c'est des données qui sont là. Donc je vais descendre un peu là où on a le footer, le form. Attends, il y a commande Z, CTRL Z, comme ça là. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire ça un peu. Voilà, je vais agrandir un peu l'écran pour vous montrer ce qu'on a. Donc nous avons tous ces formulaires comme ça. On va tout enlever et utiliser le login et le mot de passe, le Django. Donc on va supprimer ça. On va pas supprimer le formulaire, mais on va supprimer toutes ces parties. Et on va laisser aussi le bouton qui est en bas. Donc je vais enlever ça. Ça aussi. Ça, bon, ça je peux laisser. Donc je vais enlever ça. Ok. Donc j'ai enlevé certaines parties pour aller vite, pour aussi ne pas utiliser certaines choses que nous n'avons pas besoin. Donc ici on a ça. Bon, je vais mettre se connecter au lieu de login, à la place de login. Et aussi je vais supprimer le href pour utiliser un bouton de type submit. Ça c'est des HTML CSS. Donc pour pouvoir utiliser le template ici, sur Django, il y a ce qu'on appelle, si vous voulez passer une variable d'une views ou bien d'un contrôleur au template, qu'est-ce que vous faites? Par exemple, vous pouvez faire par exemple non variable comme ça, non var égale job comme ça. Pour pouvoir le passer là-bas,
vous faites ce qu'on appelle, vous créez un contexte qui est un dictionnaire comme ça. Et vous pouvez mettre par exemple nom et nom var. Donc vous avez appris par exemple les dictionnaires. Vous pouvez aussi utiliser le même ici. Il y a une personne qui demande de rejoindre le Meet comme ça là. Ok. L'enregistrement continue, ouais, on enregistre. Comme vous le voyez, pour passer une variable d'une views à un template, on fait ça. Donc pour pouvoir l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on fait on fait deux accolades et on met le nom. Ici c'était un nom var, comme ça. Ok. J'ai enregistré, je vais vous montrer ça directement au navigateur ici. Voilà, comme vous le voyez, il a affiché job. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Ok, mais nous n'avons pas besoin d'afficher job comme ça. Qu'est-ce qu'on veut? C'est d'afficher notre template. Donc ce qu'on va faire, c'est d'afficher notre template. C'est bon. Donc notre template, notre formulaire plutôt. Ok, je vais mettre forme égale login form. Donc on a import automatique, comme vous le voyez. Donc on a importe notre formulaire automatiquement. Donc on le met ici. Au lieu de nom, on va faire forme comme ça. C'est bon. Donc je vais vous montrer ça. Au lieu de ça, on change par forme. Donc une fois, si vous revenez un peu ici, vous avez vu que c'est pas bien affiché. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ajouté des classes Bootstrap. Ouais, ça aussi c'est très important. Ok. Donc nous avons rendu notre formulaire. Pour ajouter des classes Bootstrap, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons ouvrir notre forme comme ça. Une fois la forme est ouverte, il y a un autre, par exemple, argument qui est widget, comme ça. Widget, comme vous le voyez, quand vous regardez widget, c'est un type widget. Donc, pour pouvoir utiliser des widgets, qu'est-ce qu'on fait? On met forme, point, text input. Parce que HTML n'a pas, par exemple, char field, mais il a text input. Bon, input type text. Là, vous l'avez déjà connu sur HTML. Donc, c'est pas méchant, c'est pas compliqué. Une fois on a ça, on fait des attributs de type dictionnaire. Donc, c'est clair, c'est simple. Donc, premier attribut, c'est quoi? On va ajouter une classe. On va ajouter une classe forme controller. Comment j'ai fait pour savoir forme controller? C'est une classe Bootstrap. Bon, c'est simple. Si vous ouvrez votre navigateur et vous vous rendez sur le site de Bootstrap comme ça, getbootstrap.com, et cliquez sur documentation, contrôle 4, voilà ici, components, forme, dans forme, comme vous le voyez. Quand vous regardez ici, voilà, vous voyez ici, voici forme controller. J'ai fait tout simplement ça. Ok, on continue. Donc on a ça, on fait la même chose ici. Donc on copie ça, on le met ici, mais virgule, on le met là. Donc essayons de voir notre application, comment ça va s'afficher. Voilà, il a affiché tout sur une seule ligne, mais nous n'avons pas besoin de qu'il mette tout sur une seule ligne. Nous avons besoin d'avoir plusieurs lignes. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Revenons un peu sur notre formulaire pour voir. Forme, c'est ici. Card body. Forme groupe. Est-ce qu'on va pas enlever le forme groupe là? Attends, je vais supprimer le forme groupe ici, qui est là. Je vais enlever ça. Card body, forme... Essayons de regarder si ça va marcher ou pas. Voilà, c'est bon. Mais ici, on peut ajouter un peu de marge en haut. Donc, je vais couper ça. Je vais ajouter un div.empty margin top 3. Ok. Empty en Bootstrap, c'est ajouter une classe margin top. Donc, j'ai réfléchi. Voilà, c'est ça. Ce qu'on voulait, c'est ça. Quand vous regardez le password, c'est texte clair. Pourquoi? Quand vous revenez sur form.py, nous avons mis text input. Et un mot de passe, c'est pas texte, c'est type mot de passe, password. Donc on met ça, password input.
pour éviter ça. OK. Quand je mets quelque chose, je mets ça. Voilà. Comme vous le voyez, c'est password input. Donc, ce texte en bas, nous pouvons le changer aussi. Au lieu de... on va mettre par exemple... tout simplement, déjà inscrit comme ça. Déjà connecté, déjà inscrit, ouais. Déjà, bon, j'ai pas de compte, par exemple. Pas encore inscrit. Ouais, je voulais dire ça. Pas encore inscrit. Inscription, comme ça. Donc, ici, nous devons créer un URL, par exemple, register, qu'on va appeler register, comme ça. Bon, ça, après, bon, ça, c'est de manière statique. Je vais vous montrer comment écrire ça dynamiquement. Mais déjà, nous devons afficher d'abord le formulaire. Nous l'avons affiché. Quand vous regardez bien, si vous regardez, si je mets des données et je me clique sur se connecter, rien ne va se passer. En haut, regardez en haut, nous avons username, password, ce qui est très dangereux. Imaginez un hacker qui est là et qui attend qu'un utilisateur saisisse ces informations de sa carte bancaire. Une fois l'utilisateur a mis ça, il récupère toutes ces données. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? Sur notre views ici, on va checker d'abord. If request, je vais faire un peu là. If, ça c'est du code Python que vous avez déjà appris. Pourquoi je suis revenu sur la base de Python? Pour vous mettre à l'aise. If request that method. Nous avons post, nous avons aussi get post comme ça. On va mettre le formulaire ici et on va lui donner les informations envoyées par la requête. Parce que nous n'avons pas le récupérer depuis URL. Donc on a, mais else, dans ce cas-là, afficher seulement le formulaire sans des données. Afficher un formulaire vide comme ça. Donc pour vérifier que ça marche, on va faire par exemple print. Je vais mettre formulaire comme ça et je mets forme pour vérifier le poste. Donc comme vous le voyez, il faut ici vous mettez méthode égale poste comme ça. OK. Donc je vais enlever tout ça. Voilà, quand vous faites ça, vous avez votre formulaire. Si vous remplissez les données et vous cliquez sur se connecter, il y a une erreur. Pouf, ça c'est très important. Forbidden, c'est-à-dire interdit. CSRF verification failed, request abort. Première fois, si c'est votre première fois sur Django, quand vous voyez ça, il faut aller sur Google, c'est-à-dire copier cette partie et d'aller sur Google et de rechercher pourquoi j'ai pas vu ça. Même avant d'aller sur Google, vous pouvez utiliser par exemple l'aide de Django, reason given for failure. La raison de cette erreur, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas mis le CSRF token, cross-site request forgery. C'est un truc de sécurité qui permet de sécuriser les formulaires. Donc, ou bien incorrect. Donc, il faut regarder bien ici. Your browser is accepting cookies. The view function pass a request to the template's render method. In the template, there is a CS. Donc, nous avons respecté ça. Mais nous n'avons pas ajouté ça. Donc, c'est clair. Au lieu même d'aller sur Google, vous voyez que c'est ça le problème. Donc, vous pouvez tout simplement copier ça et le mettre ici, dans le balise formulaire ici. C'est tout simplement ça ce qu'on vous demande. Donc, on va essayer encore une fois. OK. Donc, je vais mettre mon utilisateur admin et le mot de passe que je vais créer tout à l'heure. Quand je clique sur se connecter, donc rien ne se passe. Mais quand vous regardez votre terminal, attends, je vous montre. Voilà. Comme vous le voyez dans le terminal, vous avez vu username, password. Donc, comment faire pour récupérer les données envoyées par l'utilisateur? C'est aussi simple que ça. OK. Donc, on va checker d'abord aussi ce qui est très important en programmation. If form that is valid. On va vérifier si le formulaire est valide d'abord. Si c'est valide, qu'est-ce qu'on fait? On récupère le nom d'utilisateur. On veut username égale
forme that get clean data. Clean data, ça veut dire que récupère des valeurs qui sont correctes. That clean data, c'est ça. .get égal. Donc ça, c'est des trucs très simples à faire et aussi c'est très important. Clean data comme ça. .get. Pourquoi .get? Qui peut me rappeler ces concepts en Python? Pourquoi .get? Et quelle est l'alternative aussi qu'on pourrait utiliser ici à la place de .get? Qui va intervenir? Data. Donc pourquoi .get? Et quelle est l'alternative de .get aussi? Une autre réponse? Une autre réponse dans ce cas-là? Par exemple, sur Python, récemment, le premier cours, on avait vu les dictionnaires. Dans un dictionnaire, pour accéder à une valeur unique, on fait .get. Ou bien on fait tout simplement ça et on met la valeur qu'on peut utiliser. C'est ça l'alternative. Donc, quand on a .get, ça veut dire que ça retourne un dictionnaire et pour récupérer la valeur, on passe la clé. Donc, c'est tout. On peut mettre par exemple username. On peut aussi faire .get username. Pourquoi on préfère cette partie? Parce que s'il ne récupère pas le username, il va retourner none. Ça veut dire que le nom d'utilisateur n'existe pas. Mais si on fait l'autre choix, par exemple, utiliser cette méthode, ça veut dire que s'il ne trouve pas le username, l'application tombe en panne. Donc pourquoi on utilise .get? C'est bon. Donc on continue. Donc on a clean data.get, on copie ça aussi. Ok. On met password. Donc on va afficher ça, on va mettre print username comme ça, virgule password. On va regarder s'il récupère bien le nom d'utilisateur et le mot de passe avant de faire quoi que ce soit. Donc on réfléchit la page comme ça, on met les infos, on se connecte, c'est bon. Donc comme vous regardez, admin c'est le nom d'utilisateur, job c'est le mot de passe. Donc on arrive à récupérer le mot de passe et le nom d'utilisateur. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'authentifier, de créer, de checker si l'utilisateur existe sur notre base de données. Pour faire ça, on va faire user comme ça égal. Si on a fait user, il y a une fonction qu'on appelle authenticate. Donc on va importer ça from Django .contrib season.off, je pense. Import authenticate. Voilà. Donc on appelle cette fonction ici. Cette fonction prend plusieurs arguments. Ça peut prendre par exemple les crédentiels. Donc on va mettre username égal à username, password égal à password. Password c'est le username que cette fonction prend comme argument. Ce username c'est le username qu'on a récupéré ici. Password la même chose. Ok. Donc on va faire print pour voir si l'utilisateur existe ou pas. Donc ça c'est très important. Jusque là on n'a pas encore authentifié l'utilisateur. Donc on va faire admin se connecter. Donc on regarde. Comme vous le voyez, admin. Donc l'utilisateur existe. Ok. Si l'utilisateur existe, qu'est-ce qu'on veut? On veut le loguer. Donc, mais avant de le loguer, il faut checker d'abord if user is not none. C'est-à-dire si l'utilisateur existe. Not none, ça veut dire que c'est pas vide. Voilà, on a un utilisateur. On peut aussi faire tout simplement if user
if true user, comme ça. Mais c'est cette syntaxe qu'on recommande. Moi, je vois souvent des anti-patterns en Python, des gens qui font user not equal to none. Ça, c'est anti-pattern en Python. Not égal, comme ça, on ne le fait pas. C'est anti-pattern. Il faut utiliser is not none. OK. Donc, une fois l'utilisateur existe, qu'est-ce qu'on veut? On va lui loguer. On va importer aussi la fonction qui fait le login, ici. Donc, on fait login comme ça. Donc, on a login. Le login prend deux arguments. Une requête HTTP et un utilisateur. Ça prend ces deux arguments. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va lui donner notre requête et on va lui donner aussi notre utilisateur. Donc, c'est bon. Donc, on a logué l'utilisateur et ça marche très bien. Donc, après l'utilisateur, s'il se connecte, qu'est-ce qui va se passer? Nous devons lui rediriger sur une autre page. Donc, pour faire ça, on va retourner une autre fonction, return. Donc, ici, vous utilisez même une page. Donc, on va importer redirect aussi, ici. Donc, return, redirect. On va lui rediriger où? Sur la page d'accueil, comme ça. OK. Donc, on va faire ça. Donc, je vais mettre admin, se connecter. Donc, on a redirigé l'utilisateur sur la page d'accueil parce que les informations qu'il a mis, c'est bon. Mais quel est le problème qui se passe? Par exemple, je me suis déjà logué et j'ai la possibilité de se loguer encore une fois. Ce qui n'est pas bon. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? Avant d'exécuter la fonction, le corps de la fonction, on check si l'utilisateur s'est connecté. Aussi simple que ça. Vous faites par exemple if request.user.is authenticated comme ça. Si l'utilisateur request, si l'utilisateur s'est connecté, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui rediriger sur la page d'accueil tout simplement. OK, on redirige d'abord. If request that user that is authenticated, donc redirige-le vers la page d'accueil. Donc, à chaque fois qu'il essaie de se loguer encore une fois, la page ne va pas s'afficher. Il faut qu'il se déconnecte d'abord pour pouvoir se loguer encore une fois. Ça, c'est très important. OK. Donc, nous avons vu comment authentifier un utilisateur. Aussi simple que ça. Qu'est-ce qui nous reste? C'est comment créer un utilisateur. OK. Ça aussi, c'est très important. Pour créer un utilisateur, nous allons suivre un processus un peu différent de ça. On va utiliser une autre classe, ce qu'on appelle les méthodes, les built-in forms, c'est-à-dire c'est les formulaires tout déjà créés. Donc, on va utiliser ça. Donc, ici, on va créer une classe register form, comme ça. Donc, avant de mettre l'héritage, tout à l'heure, j'ai expliqué, il y a par exemple des formes traditionnelles et des formes qui se basent sur vos modèles de données. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser un formulaire basé sur notre modèle. Donc, je vais importer un formulaire ici, from, par exemple, django.contrib.auth.form import user creation form. C'est ça. Donc, on va le mettre ici. User creation form. OK. Comme c'est un modèle form, nous avons besoin de mettre une classe meta. Donc, ici, on va mettre modèle égal. Je vais ouvrir, par exemple, je vais ouvrir la documentation pour vous montrer. Django user creation form, comme ça. Voilà, c'est ici. Donc, je vais essayer. Bon, ça, c'est quelle version? Attends, je vais mettre 3.2 peut-être. OK, cette page ne marche pas. Donc, je vais mettre user creation
creation form. Pourquoi je reviens toujours sur la documentation? C'est très important. Ça vous permet de savoir le code que je suis en train d'écrire, comment j'ai fait pour le trouver. Parce que je n'ai pas mémorisé. Authenticate, c'est ça, ce qu'on a utilisé tout à l'heure, comme vous le voyez. Donc, je vais mettre user creation form. Voilà. User creation form, c'est ici, comme vous le voyez. Voilà. Voici, modèle à faire. Voilà. C'est tout simplement ça. Aussi simple que ça, c'est pas compliqué. C'est bon, vous avez compris. OK. Donc, modèle égale user. Comme ça. Mon user, c'est très loin. Django, il a trouvé user model, mais il n'a pas trouvé user. Donc, nous avons deux choix. Soit on utilise user model comme ça, ou bien on utilise ce qu'on a fait déjà. Donc, je vais vous montrer dans product. On importe user, donc on va importer ça. Je copie ça, je mets ici. OK. Donc, on va mettre user comme ça. OK. Donc, on a déjà mis user, comme ici. Il faut regarder la documentation, comme ça. Donc, suite, c'est quoi? C'est field, champ. Quels sont les champs qu'on a besoin? Égal. On peut utiliser ça. On a besoin de username, notre utilisateur. Nous avons besoin aussi du prénom, first name, c'est en anglais. Nous avons besoin aussi du last name, comme ça. Nous avons besoin aussi des mots de passe. Bon, mot de passe, on a mot de passe 1 et mot de passe 2. Donc, on va mettre password 1. Password 2 aussi. OK. Donc, nous avons fait ça. Donc, on a créé notre formulaire. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'utiliser ce formulaire dans notre contrôleur, dans notre view. Donc, on va faire dev register user comme ça. Ça prend un argument toujours request. Et on va mettre form égale user, non, register form comme ça. Je vais le rendre d'abord, je vais l'afficher. Return render request. Comment on fait? Template, c'est register.html comme ça. Et on envoie le formulaire aussi. Forme. Sur Meet, je pense que je ne vois pas les s'il y a des questions. OK, c'est bon. Donc, on va revenir sur URLs et on l'importe, register user, et on le met ici. Ici, j'ai oublié de mettre ça. Donc, on va mettre path égale register comme ça. Et on met register user. C'est bon. OK. Une fois on a ça, donc pour le template, nous pouvons copier ce code tout simplement. Bon, après, je vais vous montrer un peu quels sont les anti-patterns qu'on a fait. Donc, je copie le code. Je le mets ici. Au lieu de login, on fait inscription comme ça. En bas aussi, il y a d'autres choses. Par exemple, ici, au lieu de, par exemple, pas encore inscrit, déjà inscrit, on fait connexion. Au lieu de register ici, on fait login, comme ça. Donc, il faut que je me déconnecte d'abord pour pouvoir utiliser le register. Donc, pour me déconnecter, après, on va implémenter la déconnexion, mais je vais me déconnecter depuis la page ici. Comme ça. Donc, je vais mettre, par exemple, login. Donc, on est là dans login. Je vais cliquer ici. Donc, on est dans register. Comme vous le voyez, nous avons trop d'informations. Nous avons first name, last name, password. Mais ce n'est pas bien configuré ici. Quand vous remarquez bien ici, nous avons répété les mêmes informations. Par exemple, le header. Nous avons répété tout ça. Nous avons répété ça. Qu'est-ce qui a changé? C'est par exemple, on peut dire ce div seulement, quoi. Donc, tout essentiellement, c'est ce div qui a changé. Ou bien à partir de ce div. Oui, normalement, à partir de ce div. Donc, c'est tout simplement ce qui a changé. Donc, nous avons répété il y a un concept de programmation très important qui veut dire quoi? Don't
don't repeat yourself. Ça, c'est très important. Don't repeat yourself. C'est un concept de programmation que vous devez lire toujours et respecter dans vos codes. OK. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un autre template qu'on va appeler base. C'est notre template de base. Mais cette fois-ci, ce n'est pas base globale, mais base authentification. Donc, je vais mettre auth base.html, comme ça. Je vais mettre tous les codes qu'on a répétés ici. Je vais copier tout et je mets ici, comme ça. Donc, ce qu'on a répété tout à l'heure, ce qu'on avait dit, c'est ce card. C'est ce card qui se répète. Donc, je vais l'enlever ici. Pour pouvoir utiliser ce qu'on devait mettre ici, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est d'ajouter ce qu'on appelle des blocs. Des blocs, c'est tout simplement c'est des gabarits ça fait partie des gabarits de Django. Ça nous permet de changer différentes manières ou différentes, par exemple, affichages de notre application. Donc ici, on va faire bloc. Je vais le nommer content, comme ça. Aussi, il faut le fermer. nblock. Donc nblock, mais je vais mettre nblock content, quoi. Ça veut dire que nous avons ouvert une bloc ici. Donc, nous allons revenir sur login. Donc, nous allons tout supprimer jusque là. Jusqu'à on a sur quelle partie? Col LG, c'est l'autre. Cette carte, quoi. Donc, on va faire ça. Je vais couper ça d'abord. Et je supprime tout le code qui était là. Pour pouvoir utiliser le auth base, on fait extend. Extend, ça veut dire tout simplement, prends tout ce qui est dans ce template, mets-le ici. Voilà, prends tout et mets tout ici. Donc, on va mettre auth base.html. OK. Si vous vous rappelez bien, nous avions ajouté le bloc content. Donc, c'est cette partie seulement qui change. Donc, on va mettre bloc content, comme ça. Et on met cette partie qui change. Donc, revenons sur notre code pour voir si on a respecté ça ou pas. Voilà, comme vous le voyez, rien n'a changé ici. On fait la même chose pour l'inscription. D'abord, on coupe cette partie de code. On enlève tout. On fait extend auth base.html, comme ça. On met bloc content et on met cette partie. Quand vous cliquez ici, voilà, voici ce que vous avez. Mais c'est très bizarre ce qu'on a. Pour éviter ça ou pour supprimer cette partie, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons revenir dans notre formulaire ici. On va faire la même chose qu'ici. C'est bon? Vous avez vu? OK. Donc jusque là c'est bon. On continue. Donc nous pouvons copier cette partie ici. C'est la même chose. Donc pas besoin de le retaper. Pour me permettre de gagner du temps. Username, c'est ça, notre utilisateur, password. Mais ici nous avons password 1. Donc nous avons password 1 et password 2. Donc je vais mettre password 2. Donc confirmation mot de passe. Confirmation mot de passe, voilà. Qu'est-ce qui reste? C'est nom et prénom. Donc on va mettre ça. Donc on va mettre ici first name. First name, ça veut dire prénom. On va mettre prénom comme ça. On va mettre last name comme ça. On va mettre nom de famille. OK, on enregistre. Donc, on réfléchit à la page. Voilà, comme vous le voyez, on a un formulaire simple, clair, concis. Donc, au lieu de se connecter, on va mettre s'inscrire. OK. Donc, on a fait s'inscrire. Donc, on va faire la même chose ici. On va checker. D'abord, on va regarder si l'utilisateur s'est authentifié. Si oui, on redirige vers la page d'accueil.
Ok, on va faire ça. D'abord, ici, on fait la même chose. Ok. Donc, si la requête est c'est post, on fait ce qu'on avait fait tout à l'heure et on met ici request.post. Sinon, on met aussi le formulaire, par exemple, si on a un else ici et on enlève ça. Ok, donc on a ça. Donc, si on a reçu le formulaire, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? On va checker si le formulaire est valide. If form that is valid, comme ça. Donc, if form that is valid. Donc, ici, on récupère on peut sauvegarder le formulaire, c'est-à-dire on va sauvegarder le formulaire. Ça veut dire que ici, on n'a pas besoin de récupérer le nom d'utilisateur et le mot de passe pour enregistrer, pour inscrire l'utilisateur. Mais si l'utilisateur s'est authentifié, nous voulons aussi lui, comment on appelle, lui connecter directement, lui authentifier directement. Donc, on n'a pas besoin de revenir encore une fois pour lui envoyer sur la page de connexion. On va faire l'authentification ici. Et pour faire l'authentification, nous avons besoin de ce code. Donc, on va copier tout ce code. Nous avons besoin de tout ce code, cette partie ici. Comme vous le voyez, nous avons besoin de cette partie. Donc, je vais copier ça et je vais mettre ici. En programmation aussi, il faut être un peu intelligent. Si vous avez des bouts de code qui se ressemblent, donc pourquoi pas copier directement au lieu de le réécrire. Vous pouvez aussi créer une fonction qui vous retourne ça. Donc ça, c'est possible. Ok, donc on va faire login. Comme ça. Request user. Une fois l'utilisateur s'est connecté, on va lui rediriger vers la page d'accueil. Donc return redirect. Comme ça, home. Ok. Donc, on a checké, c'est bon. On a sauvegardé le formulaire. Si on fait form.save, ça veut dire qu'il va enregistrer les informations rentrées sur notre base de données. Après, je vais vous montrer ça. Ok, c'est bon. Donc, je vais réfléchir la page d'abord. Donc, l'utilisateur, je vais mettre Kharala peut-être. Use Kharala, comme ça. Password, je vais mettre random one. S'inscrire, je mets ça. Anonymous user has no object meta. Ça veut dire on a une erreur, on a un problème. On a essayé d'utiliser username et password et il n'a pas récupéré le password. Parce que, pourquoi? D'où l'importance de faire ce check. If user is not none. Parce que c'est un utilisateur anonyme. Donc, pour remédier à ça, au lieu d'utiliser password, nous avions utilisé password 1. Ouais, nous avions utilisé password 1, comme ça. Comme ça. Mais l'utilisateur, on l'a déjà créé. Parce que si vous on va faire ça. Donc, l'utilisateur, c'est déjà créé. Si j'essaye de créer un utilisateur avec le même nom, nous allons voir quelle sera l'erreur. Voilà, comme vous le voyez. A user with that username already exists. Pour vérifier ça, je vais me connecter au niveau d'administrateur pour voir. Comme vous le voyez, Kharala, il a déjà créé. Mais il n'a pas authentifié, comme vous le voyez. Il a créé l'utilisateur. Kharala, use Kharala. Ok. Donc, on va revenir un peu pour s'inscrire encore une fois. Donc, Kharala 2, comme ça. Job. Bon, pof. S'inscrire. Voilà, cette fois-ci, il a créé l'utilisateur, il l'a inscrit. Ok, il l'a connecté. Ok. Donc, ça marche très bien. Donc, vous avez compris comment inscrire. Avant la fin de la séance, on va revenir sur un concept très important. Par exemple, ici, comme vous le voyez, nous avons codé les URL en dur, comme ça. Mais demain, si on change, par exemple, au lieu de register, on fait, par exemple, subscribe, comme ça.
nous avons obligé de changer aussi ça. Pour éviter ce cas de figure, ici, nous pouvons ajouter un autre argument qui est name pour donner un nom à notre URL. Donc, on va lui donner un nom login comme ça. Ici aussi, on va lui donner un nom register. Pour pouvoir utiliser ces noms, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir ici. Au lieu de register codé en dur, on va utiliser les accolades pour synthèse et on met URL et on nous demande quel est le nom de URL. On met ici c'est quoi? C'est register. Ok, on fait register. Ok. Ici c'est quoi? C'est login. Login comme ça. Ok, on regarde si ça marche. Mais il n'a pas nous rediriger vers login parce que nous n'avons pas déconnecté. Ok, nous sommes toujours connectés. C'est bon. Donc, on a fait ça. Donc, comme vous le voyez ici, nous avons regroupé toutes les templates de toutes les applications. Et ça, c'est une mauvaise approche. Je vais créer un dossier pour account, comme ça. Pour mettre login et register ici, account. Pour tout ce qui est base, vous pouvez laisser ici. Pas besoin de le déplacer. Mais login et register, on va le déplacer. On va le mettre account ici. Ok. Où est le login? C'est ça ici. Hein? On va le déplacer aussi dans account. C'est bon. Donc, si vous allez au niveau de... Il faut faire un autre changement au niveau de votre views. Account ici. On met account. La même chose ici. Voilà. Donc, on a fait ça. Et je ne pourrais pas me déconnecter parce que je n'ai pas encore implémenté la déconnexion. Mais je vais me déconnecter au niveau d'admin parce que cet utilisateur n'a pas le droit de se connecter au niveau d'admin. Mais je vais me déconnecter ici. Ok. Je vais aller au niveau de register. Si je clique sur déjà inscrit, connexion, ça marche très bien. Ici aussi, ça marche très bien. Pas de problème. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est bon, ça marche. C'est par exemple ça. Ok. Votre tâche, c'est quoi? C'est d'abord de créer un fichier base.html. Je vais créer ça pour vous guider un peu. Et de mettre tout ce qui est dans index là-bas. Donc, je vais mettre tout ce qui est ici dans base. Parce que les deux, c'est différent. Ok. Donc, ici, il y a des parties qui ne devraient pas être toujours ici, là. Donc, je vais essayer de voir quelles sont ces parties. Donc, je pense que cette partie, on peut enlever. Je pense que cette partie, on peut enlever ici. Ok. Conteneur fluide, à partir de là. Donc, à partir de conteneur fluide, ok. Ça, on peut laisser ici. Bon, ça, cette partie peut se répéter sur tous les navigations. Donc, qu'est-ce qui reste ici? Donc, on va récupérer cette partie et on le met sur un autre sur index. Ok. Donc, je vais couper cette partie et je mets ici un bloc, par exemple comme ça, content. Où est index? Bon, on va aller sur index.html. Je vais tout supprimer et on va mettre extend base.html bloc content et je mets ces informations. Ok, donc quand j'ouvre l'index comme ça, comme vous le voyez ici, j'ai la possibilité de se connecter au niveau d'index sans problème, même si j'ai pas les droits. Ici c'est en haut, il faut ajouter des marges en haut, donc on va ajouter ça. Bon, c'est pas compliqué, c'est seulement du bootstrap. Je vais ajouter par exemple en haut, je vais ajouter un div comme ça, div.empty for par exemple. Je mets tout le code dedans.
Je réfléchis comme ça, voilà. Voici les marges en haut, c'est bon. Mais ce qui est intéressant ici, je ne suis pas connecté et j'ai vu toutes ces informations. Et c'est des informations confidentielles. Comment faire pour éviter ça? Récemment, l'autre jour, je vous avais dit, par exemple, en Python, il y a ce qu'on appelle des décorateurs. Python, les décorateurs comme ça. Ok. C'est des concepts très importants. Un décorateur est une fonction qui modifie le comportement d'autres fonctions. C'est une fonction qui retourne une autre fonction ou bien qui modifie une fonction. Par exemple, sur Java, je pense que c'est annotation. C'est des annotations. Ici, Python, on dit c'est des décorateurs. Comme vous le voyez, voici un exemple simple. Donc, ouvrons notre views ici, product. Qu'est-ce qu'on veut? Nous voulons modifier le comportement de cette fonction. Donc, on fait appel à un décorateur. Sur Django, nous avons différents décorateurs. Par exemple, il y a par exemple login required. Ça veut dire que, voilà, login required, c'est ici, Django. Et ce module se trouve dans django.contrib.f.decorators. Donc, c'est là-bas qu'on importe. Donc, je vais copier ça, comme ça. Je vais l'écrire directement, from django.contrib.auth.decorators import login required. Donc, décorateur, on utilise toujours arrobase. Bon, en Java, on dit annotation. Récemment, je faisais des cours sur Gest, je pense. C'est une librairie qui permet de faire des tests en Java. J'ai oublié le nom. Mais il y avait des décorateurs qu'on utilisait. Donc, login required. On a fait ça. Donc, quand j'essaie, par exemple, de me connecter ici, il va me dire que vous n'avez pas le droit de vous connecter ici. Donc, il m'a redirigé sur une autre page. Je ne pourrai pas accéder à la page d'accueil parce que je ne suis pas connecté. Donc, pourquoi il m'envoie sur cette page? Parce qu'il ne trouve pas la page où on va pour se connecter. Ça, c'est très important. Donc, comment faire? On va lui dire que quelle est la page où l'utilisateur devrait aller pour se connecter. Ok. Là, on le précise dans Settings. Bon, on termine bientôt, quoi. Je sais que vous êtes fatigué, mais on va terminer bientôt. Donc, on va mettre ici login URL, comme ça. Login URL. Donc, notre utilisateur de login, c'est login comme ça. On a aussi, par exemple, logout URL. Logout URL. On n'a pas encore fait le logout, donc on va commenter ça. Mais on a login URL d'abord, on teste ça. Ok, je vais revenir sur la page d'accueil. Comme vous le voyez, il m'a redirigé ici. Je ne pourrai pas accéder à cette page sans se connecter. D'accord, c'est ça. Donc je vais me connecter d'abord. Donc je me suis connecté et ça marche. Donc vous avez compris le concept. Votre tâche, c'est un peu challenge pour aujourd'hui de devoir. Donc je vais essayer, on va continuer jusque-là, afficher la liste des produits d'abord, avant de vous laisser. Ok. Donc on va afficher la liste des produits. Attends, je regarde sur Meet s'il y a des questions. Ok. On va afficher la liste des produits. Pour faire ça, nous allons revenir, je ferme tout ça, sur notre application Product, dans notre view ici. Ici aussi, c'est login required parce que vous n'avez pas le droit de voir les produits sans vous authentifier, sans vous connecter. Donc, je vais mettre def, par exemple, all product, ou bien product list, comme ça, product list, comme ça. Je mets request, comme ça, return, render, request. Donc je vais mettre product list.html. ok, donc on va créer aussi un autre dossier pour product. Donc je vais mettre product comme ça. Donc on va créer un dossier ici dans template comme on a fait avec account product et on met product list.
list.html. OK. Pour le moment, c'est vide. Je vais ouvrir la partie URLs comme ça. Je vais importer product list. On va mettre path comme ça. Donc je vais mettre products comme ça. Product list. Je vais le donner aussi un nom. Pourquoi pas. Product list. Donc ici aussi je vais mettre un nom égal index. OK. Donc nous avons, si vous vous rendez par exemple dans products comme ça, voilà, c'est une page vide. Donc on va changer notre template de base, par exemple ici. Là où on avait produit, on ajoute notre URL ici. Product, comme ça, product list. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons un fichier index. Par exemple, dans index.html, on va faire la même chose. Nous avons besoin de ça et de ça. Donc, on va faire ça, on va copier ça. On va le mettre ici. Je vais fermer le div d'abord. Je vais générer une erreur intentionnellement. OK. Pourquoi cette erreur? Qui va nous aider à résoudre cette erreur? Qui va intervenir pour résoudre cette erreur? Comment faire? Des propositions? Comment faire pour résoudre ce problème? Bon, on n'a pas entendu, hein. Il y a seulement du bruit. OK, voilà, c'est exactement ça. Nous n'avons pas fermé le bloc. Looking for one of n block. Donc, nous n'avons pas fermé le bloc. Donc, on va fermer le bloc. Vous avez le choix de dire n block seulement ou bien n block content. Bon, c'est un choix, quoi. Donc, je fais n block seulement. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici? Je vais vous montrer. Où est l'autre application? Bon, je pense que c'était ici. Bon, ça ne démarre pas. Mais nous avons besoin d'une carte. Donc, revenons sur Bootstrap. Voici une carte tout simple, tout faite, tout bien. Donc, nous pouvons utiliser cette carte. OK. Est-ce que je peux copier ça comme ça? Si vous voyez un code que vous avez besoin en ligne, vous pouvez l'écrire directement ou bien le copier. OK. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi emmet. Quand vous voyez emmet, ça veut dire que ça vous permet de coder très vite. Par exemple, imaginons on a besoin d'un div avec une classe row. On va faire div.row et on appuie sur tabulation, on a ça. Donc, Bootstrap, ça fonctionne sous forme de colonne. Donc, nous allons essayer de créer une colonne 3 x 4, c'est 12. Donc, on met 3. Donc, on met div.col md 3. Comme ça. Dans le div, nous avons une carte. Une carte. Donc, nous avons une carte. Carte, c'est simple. Donc, nous avons une carte et une image carte comme ça. Donc, nous pouvons même copier cette partie. C'est l'image. Donc, ici, on va mettre l'image de notre produit. Ici, on peut mettre le titre de notre produit. Par exemple, titre comme ça. Image, je vais voir une image en ligne comme ça. Attends, je cherche une image ici. Bon, il y a un splash. Je vais chercher une image ici. Voilà, je pense qu'il y a une image là. Copie image adresse. OK. Donc, je mets l'image ici. Donc, on a image. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Le corps de notre carte. div.cardBody. Comme ça. Le corps, on aura le titre. Donc, on va utiliser h5.cardTitle. On met produit 1. Comme ça. Une fois on a ça, qu'est-ce qu'on va mettre encore une fois? Div.
Ou bien on peut utiliser un paragraphe, point carte de texte. Dans ce cas-là, on va mettre notre prix. Prix, par exemple, produit 1, on le vend à combien? Par exemple, 2500 comme ça. On peut avoir un autre paragraphe pour la quantité. Donc, je vais copier ça plusieurs fois. Je colle ici pour quantité. Quantité. Ce que je vous conseille toujours, c'est de le faire manuellement d'abord, avant de le rendre dynamique. Ça, c'est très important en programmation. Donc, je vais venir ici. Je vais récupérer cette partie. Je vais copier ça, ce bouton, parce qu'on en a besoin. Nous avons besoin le bouton modifier, le bouton voir et le bouton supprimer. Voir. Bon, je vais mettre voir primary, c'est bon. Modifier. Ici, je vais mettre warning. Supprimer, je vais mettre danger. Ça, c'est des classes bootstrap. C'est pas méchant. Ok. Donc, on va regarder si ça marche ou pas. Ça marche pas. Comment faire pour que ça marche? Voilà. Comme vous le voyez, nous avons une carte tout faite avec notre produit. Donc, le challenge pour vous, c'est quoi? C'est par exemple de rendre ça dynamique. Donc, comment faire pour le rendre dynamique? Dans les templates gabarit, nous avons des boucles, nous avons des conditions. Donc, nous allons utiliser un boucle pour rendre ça dynamique. OK. Donc, pour ça, il faut envoyer d'abord la liste des produits. Donc, je vais récupérer l'utilisateur qui s'est connecté d'abord, user égale request.user. Donc, j'ai récupéré l'utilisateur qui s'est connecté parce que je dois voir seulement mes produits. Donc, on va mettre products comme ça, égale. On va importer produit from .models import product comme ça. Pour voir la liste des produits, on fait product.objects.all. Voilà. Voilà. Bon, ça, il y a un concept très important en programmation, ce qu'on appelle les ORM. Ça nous permet de manipuler une base de données sous forme d'objets. Par exemple, c'est orienté objet côté base de données. Ça, si vous devez utiliser SQL, c'est quoi? Avec SQL, c'est quelque chose comme ça. Je vais vous montrer ça. Ça veut dire select all from product. C'est tout simplement ça. Ce qu'on a fait, c'est équivalent à ça. Mais ça, c'est fastidieux. Aussi, c'est pas productif. Pourquoi on utilise ça tout simplement? On peut aussi filtrer ça. Donc, on va mettre un filtre, point filter. Si vous vous rappelez bien, nous avions par exemple owner dans notre table product. Je vais vous montrer ça. Quand vous regardez ici, nous avions owner qui est un utilisateur. Donc, pour SQL, c'est tout simplement where owner égale à user. C'est tout simplement ça. Donc, je vais enlever ça. Donc, je vais mettre product comme ça. Je vais mettre ça ici. Ok, c'est bon. Product.objects.filter owner égale user. Donc, si on revient ici, c'est des choses que nous avons écrire manuellement. Donc, qu'est-ce qu'on veut répéter? La carte. On veut répéter la carte seulement. Donc, on va utiliser des boucles. On va utiliser un boucle for, comme ça. Donc, for product in products. Donc, product là, avec S, c'est ce qu'on a ici. C'est ça, c'est ce qu'on a ici. Product sans S, c'est notre variable. Par exemple, comme dire, par exemple, for i in product. Mais i, ça veut rien dire quoi. C'est rien significatif. Pourquoi on utilise in products? Donc, on va fermer ici. N for. Donc, for, N for. OK. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici? On va mettre l'image du produit. C'est ici.
pour utiliser cette partie ici, on va mettre product comme ça, point image, point URL. Parce que en réalité, une image, on n'enregistre pas sur une base de données, mais on enregistre la référence de l'image sur une base de données. Ça, c'est des débats qu'on a eu plusieurs fois. Donc ici, on met product.name. Product.name. Où je peux trouver toutes ces informations. Bon, bien, revenons un peu ici. Voici name, voici image, voici quantity, voici price. Point name. Donc, product.price. Product.quantity. Donc, je vais mettre quantité en stock. C'est plus précis que de mettre quantité seulement. OK. Donc, je vais ouvrir la page ici. Voilà, comme vous le voyez, cette image ne s'affiche pas. Pourquoi? Bien, je pense que quand vous regardez le début, on n'avait pas les médias. Pourquoi cette image ne fonctionne pas? Donc, je vais mettre ici le titre du produit. Point name, je pense. Ouais, c'était name. Comme ça. Donc, on va ajouter un autre produit au niveau de l'admin. Ou bien, on change l'image seulement. Donc, où est notre produit? Product, comme ça. Je vais changer l'image. Comme ça. Enregistrer. Page d'accueil. Produit. Voilà. L'image, ça marche très bien. Vous pouvez ajouter plusieurs images. Ok, vous avez compris cette partie. Je me connecte avec un autre utilisateur qui n'a pas encore d'image. Logout. C'était quel utilisateur? Bon, je pense qu'on avait créé un utilisateur comme ça. Je vais tester sur ça. Voilà. Quand vous cliquez produit, c'est vide. Mais l'utilisateur ne va pas comprendre. Qu'est-ce qu'on veut? Si c'est vide, on affiche un message. Donc, dans ce cas-là, nous avons par exemple une balise qu'on appelle empty. Empty, comme ça. Donc, je vais créer un P center. Aucun produit trouvé. Nous avons des produits sur la base de données, mais ce n'est pas pour cet utilisateur. Voilà, aucun produit trouvé. Voilà. Pourquoi le contrôle qu'on avait fait tout à l'heure, c'est très important. Le filtre là. Si on avait fait par exemple .all, je vais vous montrer. .all comme ça. Quand vous regardez, vous verrez qu'il y a un produit. Mais ça n'appartient pas à cet utilisateur. Pourquoi il est important de faire .filter. OK. Donc, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais prendre les questions et les réponses. Et l'exercice de demain, c'est quoi? C'est vous devez, par exemple, créer une fonction pour créer un produit, une fonction pour modifier un produit, une fonction pour supprimer un produit. Donc, pour tout ce qui est créé, vous l'avez déjà vu, vous avez besoin de tout simplement un formulaire qui vous permet de récupérer les données et de l'enregistrer sur la base de données. Donc, attends, je vais essayer de mettre tout sur Git. Je vais mettre jour 3. Push. Donc, si vous avez des questions, je vais essayer de prendre des questions avant de continuer. Avant de fermer la séance. Vous avez plein de notions, donc c'est à vous de continuer l'application, de faire que l'application marche. Des questions? C'est bon, pas de questions. Donc c'est bon, je vous remercie. Donc rendez-vous demain.
Demain, c'est le soir, quoi. C'est le soir. Nous, si on va faire. Pour le reste, on va faire une heure de temps comme ça le soir, 22h, 23h, ou bien quelque chose comme ça. Euh, vous avez compris. Normalement, vous pouvez continuer à ajouter un produit, modifier un produit, afficher aussi la liste des transactions. Voilà. Créer par exemple ici. Où est le view? C'est ici. Créer une fonction pour afficher la liste des transactions. Donc, essayez de faire ça. J'espère que ça a été très intéressant la séance. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie, moi. Merci beaucoup pour votre attention. Donc, on se donne rendez-vous bientôt. Rendez-vous au sommet. Ciao. À demain. Wow.